Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, j'essaierai de prendre après 50 minutes de votre temps. Je laisserai peut-être une dizaine de minutes. Ah, est-ce que le micro est ouvert? C'est bon? Vous m'entendez? Plus près de votre voix, s'il vous plaît. Parce que moi, je suis petit de taille, donc... OK. C'est parfait comme ça. OK, c'est bon. Donc, moi, j'ai passé 40 ans de ma vie à développer, dans le domaine de l'énergie, à développer les batteries, en particulier pour les trois marchés, le marché de l'électronique, du stockage d'énergie, et aussi pour les voitures électriques, l'utilisation de transport. Donc, je ne servais pas l'audience, donc c'est un mélange de très haut niveau, du niveau moyen et jusqu'aux atomes. Donc, j'essaierai d'être un peu plus prudent là, lorsque je parle des atomes ou des molécules. OK? Donc, j'essaierai de... Donc, c'est le plan de ma présentation, l'électrochimie pour tous. J'essaierai de vous expliquer les différents types de stockage d'énergie, parce que surtout pour l'habitat, je pense que c'est ça le sujet aujourd'hui. J'essaierai de focuser, je vais focuser aujourd'hui sur la batterie lithium-ion, qui aujourd'hui est utilisée partout. Au niveau, c'est quoi la cathode, l'anode. J'essaierai de vous parler aussi de l'écosystème du Québec, parce qu'on attend beaucoup de la filière de batterie. Et l'électrification de transport au Québec, et la conclusion serait aussi de voir un peu comment elle va jouer la batterie et le solaire, toutes ces énergies renouvelables dans les maisons, les bâtiments industriels et les condos, etc. OK? Vous pouvez voir, ça c'est la première page de Matsushita. Matsushita, c'est Panasonic. Panasonic aujourd'hui, c'est le fournisseur de Tesla. Chacun il peut faire sa batterie à la maison, c'est simple. Donc, on a une anode, une cathode, un électrolyte. L'électrolyte, c'est généralement le jus de citron. On peut prendre du cuivre, on produit du zinc et on est capable d'allumer une petite lampe. Donc, c'est ça l'électrochimie. Cathode, cuivre, l'anode du zinc. Donc, le cuivre, c'est un métal plus noble que le zinc. Et l'électrolyte, c'est le jus de fruits. Les trois composants de la batterie. Donc, l'électrode négatif ou l'anode, c'est ça la nomenclature. La cathode, c'est la positive. Et l'électrolyte, c'est entre les deux. L'électrolyte, c'est un conducteur ionique. Il conduit par les électrons. L'anode et la cathode, c'est un conducteur mixte. C'est un conducteur ionique et électronique. Et si vous prenez le tableau périodique, il y a à peu près 110 millions de combinaisons. Donc, vous pouvez être dans votre garage, là, vous pouvez utiliser des matériaux. Donc, il y a 100. Et tout le monde peut créer la sienne. Donc, n'importe quel métal que vous avez à la maison, vous pouvez créer votre batterie. Je reviens sur... OK. Et si je dis 110 millions de piles possibles, pourquoi il y en a juste peu qui sont dans le marché? Donc, j'essaierai de vous expliquer pourquoi cette proportion, elle est faible. Et l'étape la plus importante, c'est la conception. Vous allez voir tout à l'heure sur ma présentation, je parlerai de densité d'énergie, et voir est-ce qu'on peut faire des batteries au moulin, aux fruits, versus la batterie de Tesla. Est-ce que je suis capable, parce que tout à l'heure je parlerai de la batterie aux fruits, est-ce que c'est possible ou non? Donc, vous allez voir pourquoi. Il faudrait avoir une densité d'énergie élevée. La densité d'énergie, généralement, c'est watts par kilogramme. L'énergie, c'est watts, c'est le courant multiplié par le voltage, par le temps divisé par le poids. Ou le courant multiplié par le voltage, par le temps divisé par le volume. Quand vous accélérez, c'est des puissances, watts par kilogramme, watts par litre. La sécurité, elle est importante. La cyclabilité, nombre de cycles, c'est quoi? Vous prenez votre téléphone, vous le chargez, vous le parlez pendant toute la journée. Le soir, il ne fonctionne pas parce que la batterie est déchargée, on le charge. Donc, la charge déjà, c'est un cycle. La vie calendaire, il faudrait qu'une vie calendaire plus que 10 ans. Mais lorsque vous achetez vos cellulaires, généralement, ils programment pour à peu près pas plus de 5 ans. Là, vous allez soit chez Apple Store ou autre pour acheter un nouveau cellulaire. La charge, il faut que ça soit ultra rapide. On parle à peu près de moins de 10 minutes. La température, bien sûr, c'est les basses ici au Québec. On parle de moins 40 à 60. Le respect de l'environnement. Donc, si je prends ces conditions-là, donc c'est impossible que la batterie aux fruits remplisse ces exigences. C'est pour cela qu'il faudrait qu'on pense aux matériaux
tels que le nickel, le cobalt, le manganèse et tous ces matériaux. Ça, c'est important. Dans notre Terre, je divise la production d'énergie en 5. Le solaire, l'hydroélectricité, l'eau, le nucléaire, la fusion, la géothermie et l'éolien. En revanche, le stockage est divisé en 3. Le stockage par le carbone, le stockage électrochimique, batterie, hydrogène ou le stockage physique. Ça, c'est vraiment le cœur de l'énergie aujourd'hui si on réfléchit bien sûr à notre planète. Donc, on ne peut pas sortir de ce slide. Le stockage par le carbone, c'est quoi? C'est le pétrole et le gaz. La densité d'énergie est très élevée. On parle de 11 000 Wh par kilogramme, à peu près 11 000, 12 000 Wh par litre. Mais en revanche, si la recharge est très lente, c'est 1000, 2000, 3000 ans, etc. Et aussi, problème de pollution, CO2 et tout qui est relié avec les gaz à effet de serre. Et aussi l'inefficacité. Quand vous avez une voiture à essence, donc on parle de 27 ou 30%. La croissance, on parle de plusieurs, 1 milliard et plus de voitures électriques. Des fois, on oublie, il y a beaucoup de décès reliés à la pollution. On parle à peu près de 2 millions jusqu'à 8 millions, ça dépend les chiffres, mais c'est, même si on prend un masque, là, ça c'est un masque contre la pollution, là, c'est pas contre la COVID-19, donc les particules pénètrent par le port parce que c'est des particules nanoscopiques. Et des fois, on met dans les panneaux dans les autoroutes à cause de la pollution, réduisez la vitesse à 60 km et moins. Donc, vous pouvez voir, la pollution, c'est un gros problème. Pourquoi on a besoin du stockage? Je vous donne juste un exemple. Sur le 1 milliard ou 1 milliard de plus aujourd'hui, si on convertit juste 10% en voiture électrique, on parle à peu près de 20 millions de tonnes de batteries. La même chose, la production d'électricité mondiale, on parle de 10 puissance 13 kWh. Si on stocke juste 10%, on a besoin de 60 millions de tonnes de batteries. Le stockage électrochimique, en particulier les batteries. On vise 3 domaines, l'électrification de transport. Bien sûr, si on a du solaire, l'éolien, on a besoin du stockage. Donc, c'est des énergies intermittentes et on a besoin du stockage, qui est quand même propre. Mais je reviens tout à l'heure sur de la mine au recyclage et quelques problèmes au niveau de l'environnement. L'évolution de la batterie. Comme je vous dis, aujourd'hui, on a 2, 3 ou 4 technologies qui sont sur le marché sur les 110 millions de combinaisons. La première batterie a été vraiment trouvée par un archéologue allemand en 1956. On appelle ça la batterie de la Mésopotamie. Grande ressemblance avec la batterie de Volta. On parle du cuivre et du zinc. Et à l'époque, ces gens-là sont intelligents. Qu'est-ce que l'archéologue a mentionné comme quoi ça a été utilisé pour le plaquage de l'or et de l'argent. Après, Galvani est venu avec le fer-cuivre, Volta, et la batterie au plomb que vous connaissez. Donc la batterie au plomb, elle est née en 1859. 160 ans. Et la batterie au plomb, elle existe, on l'utilise. Donc le nickel-cadre, Toyota, ils ont ramené le nickel métal hydrure pour leur première voiture hybride. Hydro-Québec, ils ont inventé la batterie tout solide dans les années 80 et Sony, la batterie lithium-ion. Et grâce à Sony qu'on a aujourd'hui nos portables, et depuis 1991, il n'y a aucune rupture technologique. On travaille juste sur la batterie lithium-ion. Donc c'est très difficile de trouver un nouvel type de batterie. En 2019, le prix Nobel a été dédié pour les gens, des pionniers qui ont travaillé dans les batteries lithium-ion. En particulier, c'est une belle reconnaissance parce que la batterie lithium-ion a changé beaucoup de notre vie. Pourquoi on appelle une batterie lithium-ion? J'espère qu'en mon animation, elle va fonctionner. La batterie, elle est constituée entre 3 parties, anode, cathode, électrolyte. Et l'état du lithium à l'intérieur de l'anode, la cathode, est à l'état ionique. On n'a pas des matériaux exotiques ou matériaux nobles dans une batterie lithium-ion. Dans l'anode, on parle du graphite, silicium, cuivre. L'électrolyte, c'est un solvant organique du lithium. La cathode, on a les matériaux suivants. Nickel, cobalt, manganèse, fer, phosphate, oxygène et aluminium. Et tous ces matériaux-là, ils sont au Québec, sauf le manganèse qui est au Nouveau-Brunswick.
Donc le Québec peut vraiment se positionner comme un acteur important pour créer une chaîne d'approvisionnement stable et aussi importante, mais il faut transformer ces matériaux ici au Québec. Il ne faut pas les transformer ailleurs. S'il n'y aura pas une valeur ajoutée, il n'y aura pas de création d'emplois. Donc, je ne savais pas qui était ici à la salle, donc j'essaierai d'expliquer un peu c'est quoi dans une batterie. Dans la batterie, on parle de mots d'insertion, d'intercalation. Le lithium, il est le plus petit ion dans notre planète. Donc, et le lithium, je l'explique, c'est comme une chemise, il faudrait le rentrer dans des tiroirs, on le sort. Lorsqu'on le rentre dans des tiroirs de l'anode du graphite, on appelle ça une intercalation. Et si on le met dans une cathode, dans un autre tiroir, dans une autre chambre, ça on appelle de l'insertion. Et ça, c'est généralement des réactions d'oxydoréduction. On est dans un cégep ici ou un collège. Donc, c'est le principe de réaction d'oxydoréduction qui est quand même la base de l'électrochimie des batteries. Donc, le problème de l'intercalation, c'est comme une rocking chair, comme une chaise. On rentre, on sort. On rentre les tirs, on sort. C'est pour ça que la batterie, elle est importante et le principe de rocking chair a été inventé par M. Armand de France en 1978. Les structures, là je ne vais pas aller, je ne sais pas si les gens ils connaissent la cristallographie ou la géologie. Donc, généralement, on parle des matériaux 1D, 2D et 3D. Ça, vraiment, on est à la structure atomique. Les fers phosphates, je reviendrai tout à l'heure. Les lithium manganèse et pardonnez-moi, et le LiCO2, c'est l'oxyde de cobalt. Tous vos téléphones portables, les ordinateurs portables, c'est ce matériau-là. Et la majorité du cobalt, il se trouve au Congo, en Afrique. Et les fers phosphates, je reviens tout à l'heure, là pratiquement aujourd'hui, c'est un matériau qui est inventé ici au Québec en collaboration avec d'autres partenaires. Et vous allez voir, c'est un matériau intéressant et important. Comme je vous dis, vous savez que je ne pensais pas que ce matin, voir des étudiants, j'ai fait ça pour les étudiants pour expliquer comment ils analysent les matériaux par rayons X. Ça, c'est une technique simple, mais elle est importante de comprendre les matériaux, donc j'essaierai d'être plus loin. Donc, les réactions d'insertion. Comme j'expliquais, les matériaux d'insertion, le lithium, il s'intercale dans ici l'anode. Le graphite, c'est comme le graphite dans votre crayon là, de mine, c'est pareil, c'est le même matériau. Ici, par exemple, le fer, on a du fer, du phosphate et de l'oxygène, il s'insère selon ses réactions. Donc, je ne vais pas aller en détail. Est-ce qu'il y a des chimistes, des physiciens dans la salle? OK. Donc, je ne vais pas aller plus loin. OK. Vous pouvez voir, grâce à la batterie lithium-ion, que les applications ils sont énormes. Le pacemaker, le téléphone, l'ordinateur, la voiture, l'espace, les tablettes et les maisons. Je viendrai tout à l'heure parler des maisons et les appareils numériques, donc elle a changé notre vie depuis 1991. Pourquoi la batterie lithium-ion? La densité d'énergie, généralement, elle donne le nombre de kilomètres et la puissance, elle donne les accélérations. Si je compare la batterie lithium-ion par rapport à la batterie au plomb, j'ai 3 fois de densité d'énergie supérieure par rapport au poids, par rapport au volume. Donc elle est moins volumineuse que la batterie au plomb et aussi elle est plus légère, 3 fois plus légère qu'une batterie au plomb. La sécurité, là, vous attendez beaucoup dans les journaux, là, parce que des fois, lorsqu'il y a un feu avec une voiture à essence, on ne parle pas, mais lorsqu'il y a un feu avec une voiture électrique, là, les journaux s'enflamment. Donc, vous pouvez voir, là, on a vu plusieurs. Ça, c'est basé simple sur le triangle du feu. Pour faire un feu, on a besoin d'une allumette, on a besoin de l'essence et de l'oxygène. Pourquoi je parle de triangle du feu? Parce que tous les électrolytes, le liquide à l'intérieur du batterie, toutes les batteries lithium-ion, c'est un liquide organique, c'est comme du pétrole. L'allumette, c'est quoi? C'est l'accident, le court-circuit, et l'oxygène, on va voir. Vous pouvez voir, ça c'est, je ne suis pas là pour nommer des compagnies, donc ça c'est une grande compagnie qui a perdu beaucoup d'argent dans les téléphones portables. Ici, c'est dans les gros avions Boeing. Ici, c'est dans les bateaux, ici, une voiture électrique qui a pris feu. La structure de base, comme je dis, qui est le fait qu'il n'y a pas de physicien ici, je vais vraiment pas passer du temps. L'énergie, on n'oublie pas, elle est proportionnelle au voltage. À chaque fois qu'on augmente
le voltage d'une batterie, la densité d'énergie, elle augmente. Et c'est important d'avoir des batteries à 4 volts ou plus tard, on va voir dans quelques années des batteries à 5 volts. Votre batterie qu'est-ce que vous utilisez à la maison, la télécommande, on parle de 1,5 volts. La batterie dans votre téléphone unitaire, c'est 3,8 volts. Nous, qu'est-ce qu'on a travaillé? On appelle ça un cycle complet. Donc, on a travaillé toute notre vie pendant 40 ans. Vraiment, comment on design du matériau à l'échelle atomique au pack. On passe par le matériau, les électrodes anode, cathode, la cellule. La cellule, c'est unitaire. Lorsqu'on soude, par exemple, dans une voiture Tesla, il y en a à peu près 4000 cellules et il y a à peu près une douzaine de modules. Donc, l'ensemble des cellules jusqu'à 99-100, on appelle ça un module. Peut-être il y a à peu près 50 volts. Et lorsqu'on assemble les modules pour amener ça à 400 ou 800 volts, on appelle ça un pack. Et il y a beaucoup d'intelligence dans ces packs. La même chose, ça aussi, je l'ai présenté pour des étudiants qui font plus la DFT. Ça, c'est vraiment les manipulations et la modélisation à l'échelle atomique. Comment on peut créer des matériaux à l'échelle atomique? Et ça, on l'appelle la densité de fonction électronique. La même chose, on est capable au lieu de passer dans un laboratoire avant, là, on n'a pas le choix, il y a 40 ans, on n'a pas l'intelligence artificielle, on n'a pas les ordinateurs, on est obligé de faire toutes les manipulations au laboratoire, mais aujourd'hui, on est capable de créer un génome de matériaux et on veut vraiment faire beaucoup de formulations sans qu'on passe dans les laboratoires et à la fin, on peut faire des calculs de DFT et screener de 187 000 matériaux vers 8. Vous pouvez voir aujourd'hui, même l'intelligence artificielle ou la modélisation, on est capable de faire. Les matériaux, par exemple, si on va au département d'énergie US, vous rentrez n'importe quel matériau, vous voulez savoir est-ce qu'il existe ou n'existe pas. Donc, vous avez un génome du matériau, vous êtes capable d'aller chercher ces matériaux. Le marché. Maintenant, je rentre un peu dans les marchés des batteries lithium-ion. Le marché est énorme. Donc, on parle juste pour les batteries, là, ce n'est pas les voitures électriques, là, de 100 milliards. Et malheureusement, là, le marché est dominé par les Asiatiques, en particulier la Chine, le Japon et la Corée. Le marché, comment il est partagé, vous pouvez voir aucune compagnie de l'Amérique du Nord ou de l'Europe. On parle de Samsung, on parle de LG, coréen, BYD, la Chine, ATL, c'est la Chine, Panasonic, c'est le Japon, Murata Sony, c'est le Japon, Lishan, c'est la Chine et Coslight, c'est la Chine. Et dans le cas pour les leaders dans les voitures électriques, CATL, c'est une compagnie chinoise. Numéro 2, Panasonic, c'est une compagnie japonaise. LG, une compagnie de la Corée. Donc, vous pouvez voir, il faudrait qu'on se réveille, surtout pour nos futures générations, de réfléchir à... Parce que la batterie, de plus en plus, elle devient la sécurité nationale d'un pays. Et comme j'expliquais tout à l'heure, j'essaierai de vous expliquer notre écosystème qui est unique ici. On a les minéraux critiques, on a le capital humain, on a l'énergie verte, etc. La recherche et développement. La recherche et développement, c'est vraiment basé comment on augmente la densité d'énergie, comment on puisse charger rapidement la batterie. L'anode, là, j'essaierai de vous expliquer aujourd'hui, il y a 3 types de formes de carbone. Le carbone, le graphite artificiel. Si vous augmentez ce graphite artificiel à des très hautes températures, la pression, vous allez trouver du diamant, mais il ne coûte pas plus cher que le diamant naturel. Le graphite naturel, on a beaucoup de gisements ici, on a un nouveau monde de graphite, et le carbone amorphe. Le carbone amorphe, la majorité du temps, il vient du pétrole, et on est obligé de chauffer entre 700 et 3000 degrés C. Ça, c'est la forme du type de carbone, le diamant. Surtout, jamais vous chauffez votre diamant à des hautes températures parce qu'il va disparaître avec l'oxygène. Donc, le graphite, c'est des couches, comme je dis, comme les terroirs. Et les fluorènes, c'est un ballon de soccer ou de rugby qui a 60 carbone. Comment ça se fait la fabrication du graphite? Très simple. On commence par la roche, la flottation, et après, on passe par la sphérification. Et on met ces particules de graphite dans les batteries lithium-ion. Aujourd'hui, on a un nouveau monde de graphite qui travaille avec Panasonic et JM.
Et généralement, ces graphites, ils ont une particule à peu près de 18 à 20 microns. La même chose, le marché est dominé par les Asiatiques. En 2020, la production mondiale était de 377 000 tonnes. L'expansion, ça c'est une slide de M. Elon Musk qui voulait utiliser le silicium. Ça c'est facile d'aller dans Battery Day et vous allez voir, c'est vraiment une belle présentation. Est-ce qu'on peut utiliser du silicium? Si on utilise du silicium, bien sûr, le Québec, c'est un des grands producteurs à Bécancour sur le silicium. Le silicium, il a une densité d'énergie, une capacité 10 fois supérieure au graphite. Mais en revanche, lorsqu'on insère le lithium dans le silicium, il y a une extension volumique à peu près de 300%. Donc, c'est un problème, là, comment on arrive à absorber cette extension volumique. Ici, à Bécancour, on utilise du quartz, du bois, on chauffe et on a des lingots de silicium. Et à partir de ça, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a publié une publication et on a breveté comment on arrive de produire du silicium ici au Québec à partir du lingot jusqu'aux nanoparticules. Donc, on utilise vraiment du broyage mécanique et du broyage humide et on arrive à avoir des très bonnes particules. Sa capacité, comme je vous dis, donc je ne vais pas rentrer en détail, on parle à peu près jusqu'à 3000 mAh par gramme. Le graphite, c'est 372 mAh par gramme. La même chose, pour analyser ces matériaux, il faut utiliser la microscopie. J'essaierai de vous expliquer à très haut niveau la microscopie à balayage électronique et la microscopie à transmission. À balayage, on peut voir jusqu'au nano et la microscopie à transmission, on peut voir les atomes. On peut voir même les atomes bouger. Ça, c'est le principe de la microscopie électronique. Vous connaissez le SEM, la microscopie est-ce que vous avez utilisé ou non? OK. Je vais aller plus loin. Autre chose aussi, lorsqu'on utilise, on dit de in situ operando, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on met une batterie à l'intérieur d'un microscope et si nos yeux, là, on va voir qu'est-ce qui se passe dans une batterie. Au lieu de spéculer, de dire « Ah, ça marche comme ça », donc aujourd'hui, on a ces outils qui vont vraiment nous donner, vous allez voir les vidéos, là. Tout à l'heure, je parlerai de silicium, comme quoi une extension volumique. Vous me dites, c'est quoi cette extension volumique? Donc, vous allez voir, regardez, j'espère que la vidéo, elle fonctionne. Donc, je décharge, je charge, vous pouvez voir, la batterie, elle respire, parce qu'il y a une grande extension volumique. Vous pouvez voir, à cause d'extension volumique, donc j'ai des craques. Donc, vous pouvez voir, là, regardez comment ça affaisse. Donc, ça, c'est très difficile de mettre ces matériaux dans une batterie, parce que sinon, ma batterie, elle va exploser. Donc, la même chose. Ça, c'est une particule. Un cheveu divisé par 1000. Un cheveu divisé par 1000. Je mets ça dans un microscope. Je vais insérer le lithium. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe. OK? Là, je touche l'électrolyte. Il touche la particule du silicium. Donc, le silicium, il rentre. La couleur, il change. Et l'extension volumique, là, vous pouvez voir, ça devient comme une enveloppe. Comme une orange. J'ai l'orange et j'ai une enveloppe à l'intérieur de l'orange. Vous pouvez voir? Ça, je peux spéculer, jamais je vais penser que c'était comme ça. Si je ne vais pas faire ces méthodes in situ, à l'intérieur d'un microscope, vous pouvez voir, là, on parle de 50 nanomètres. C'est à peu près la particule, elle fait 200 nanomètres. Et ça, je peux analyser. Donc, on peut analyser qu'est-ce qui se passe. Et là, on forme vraiment, je n'ai pas d'alliage, j'ai du silicium, mon électrolyte. Donc là, j'ai vraiment l'alliage de silicium qui se forme. Une autre slide de M. Elon Musk. Donc, vous pouvez voir, surtout pour l'habitation, Tesla, donc ils font les Powerwall. Donc, ils segmentent la technologie de Tesla sur 3 parties. Les fer phosphate, là, vous allez voir, c'est le matériau qui est écrit ici. C'est les batteries à base de nickel-manganèse et des batteries à base du nickel. Et vous pouvez voir, c'est segmenté en trois chimies. Pour les voitures qui ne coûtent pas cher. CATL, c'est la compagnie chinoise qui fabrique la batterie pour Tesla. Nickel manganèse, c'est fabriqué par Panasonic. La même chose,
Le NMC, si vous attendez parler du NMC, c'est du nickel, manganèse, cobalt. C'est ça la cathode. Il y a deux types de cathodes. On est obligé de fabriquer à base de sulfate. Donc, et on a tous ces matériaux ici au Québec pour fabriquer ces matériaux-là. La même chose, Tesla, ils ont acheté une compagnie en Ontario pour vraiment faire des cathodes sans déchets. C'est important parce que de temps en temps, on dit, la voiture électrique, est-ce qu'il y a la pollution ou non? Mais aujourd'hui, si on utilise des procédés qui respectent l'environnement et sans déchets, c'est ça la voie. La même chose, le prix. Le fer, il est moins cher. C'est pour ça que nous, ici au Québec, on veut aussi travailler sur le fer. Après, c'est le nickel qui coûte plus cher que le fer et le cobalt. Et le cobalt, il y a aussi beaucoup de problèmes là, au niveau des mines en Afrique, surtout tout qui est relié. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'il y a des enfants qui travaillent? Est-ce qu'il y a des femmes qui travaillent dans ces mines, etc.? C'est controversé. Donc, et toujours, on parle de l'énergie. 2020, on parle de 600 000 tonnes de ces matériaux. La même chose dominée par les compagnies asiatiques pour la fabrication. Le coût des minéraux. Donc, la batterie, là, le plus gros coût, c'est la cathode. Et vous pouvez voir, la cathode ici, là, c'est 54%. Pourquoi? Parce qu'on utilise du nickel, du cobalt et du manganèse. Surtout le nickel et le cobalt, c'est des matériaux qui coûtent plus cher. Ça, c'est une autre publication là, qu'on a envoyée à Jules. C'est que moi et mon équipe, là, depuis 3 ans, 4 ans, là, on travaille sur la réindustrialisation du Québec. Moi, ça fait 31 ans que je suis ici au Québec. Dans les années 90, je travaillais dans 2 laboratoires, un à Varennes et un à Shawinigan. Et à l'époque, on avait beaucoup de petites PME, des compagnies qui faisaient les machines pour nous. Et aujourd'hui, pratiquement impossible. Si on voit un nouveau monde graphite ou n'importe quelle compagnie, il n'y aura aucune. Il n'y a pas d'atelier mécanique ou d'industrie qui fabrique les machines pour les gigafactories. Donc nous, on a envoyé une publication avec mes étudiants qu'on a travaillé pendant 2 ans. Advanced Lithium-Ion Battery Manufacturing Equipment for Gigafactory. Past, Present and Future Perspective. Donc on a dessiné, c'est notre dessin, on a dessiné tout ce design de batterie. Et là, j'essaierai de travailler avec le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, de dire il faut créer les emplois ici, il faut créer une industrie ici, il ne faut pas qu'on dépende de l'Asie. Donc, dans quelques mois, notre publication elle va être publique, là, on va l'écrire dans LinkedIn, mais c'est important pour nous de vraiment de penser à la réindustrialisation. La même chose, c'est une publication qu'on a publiée en 2024. Comment on utilise un matériau qui est né aussi au Québec et d'aller avec un nouveau design, parce qu'il y a beaucoup de créativité aussi au Québec, et on peut aller au lieu, par exemple, comme je vous dis, on a la cellule, on ramène la cellule avec un module, un ensemble de 100, et après on va aller vers le pack et le châssis. Et nous, notre idée, c'est de prendre la cellule et aller directement au châssis. Donc, essayer de faire quelque chose de vraiment plus simple et aussi fabriqué ici au Canada et au Québec. La même chose, la fabrication de la cellule, ça c'est grâce à Sony. Moi, j'ai travaillé plus que 30 ans avec Sony. J'ai ramené même Sony ici au Québec pour créer la compagnie qui s'appelle Istalian. Donc, ça, c'est la fabrication de la cellule. C'est vraiment, tout est automatisé. C'est pas très compliqué. Aujourd'hui, Panasonic, j'ai vu, donc j'ai organisé une conférence il y a 2 semaines. Ils fabriquent à peu près 2 milliards de cellules par année. À peu près 5 à 8 millions de cellules par jour. Vous pouvez voir là, comment c'est rapide, etc. Le prix, là, les dernières 5 années, le prix de la pile solaire, le solaire est diminué de 5. Le prix de la batterie a diminué par 7. Donc aujourd'hui, là, ce n'est pas un beau commissaire à dire on ne peut pas mettre dans les bâtiments ou dans les maisons du solaire et des batteries. Et en bas de $100, aujourd'hui on est en bas de $100 par kilowattheure. Et en bas de $100 par kilowattheure, le prix d'une voiture électrique, elle équivaut le même prix d'une voiture à essence. Qui c'est qui a une voiture électrique ici dans la salle? Wow. Ok, super. Moi aussi. Mais ça fait 30 ans aussi, je patente mes voitures électriques là moi-même. Là, ok? Là, ça vous intéresse. Le stockage d'énergie. J'essaierai de vous expliquer 2 technologies. Lithium-ion, toujours lithium-ion,
NMC versus LFP. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a 4 types de chimie. Toujours du lithium-ion, fer phosphate, NMC. NCA, on appelle ça du nickel, cobalt, aluminium. Le premier Tesla de Panasonic est le LCO. Le LCO, il touche les téléphones portables. OK? La calisation. S'ils utilisent des batteries LFP, vous allez voir là, c'est des batteries qui sont vraiment exceptionnelles, mais leur densité d'énergie, elle est plus faible que celle du NMC, du nickel, cobalt, manganèse. Vous pouvez voir que Tesla, en 2022, M. Elon Musk, ils ont vraiment switché vers les LFP. Et ça, comme je vous dis, c'est une technologie qui était née ici au Québec, dans le laboratoire de Québec avec ses partenaires. Et on est très heureux aujourd'hui de voir ce produit, il est utilisé partout. BYD, les modèles de BYD, la Ford, la Tesla, Mercedes-Benz, Toyota, et pratiquement toutes les compagnies aujourd'hui utilisent le modèle. Aujourd'hui, on est fiers de voir notre produit utilisé par plusieurs. Tesla, c'est numéro 1 dans l'utilisation du LFP. BYD, numéro 2, c'est une compagnie chinoise. JM, numéro 3. 4, c'est Toyota. 5, c'est Hyundai. Et 6. Et vous pouvez voir là, le marché avec le LFP, il va vraiment augmenter d'une manière exceptionnelle dans les prochaines. Pourquoi la batterie LFP? Pour le nombre de cycles, il est impressionnant. On parle à peu près de 15 000 cycles. Elle cycle à 60 degrés, c'est 7 000 cycles. Elle cycle à 45 degrés. Le matériau est très sécuritaire. J'espère que mes vidéos ils vont marcher. Ça, c'est des vidéos qui sont publiques, là, vous pouvez les voir. Pour réaliser un court-circuit interne, on prend une batterie, on la charge. Vous pouvez voir ici, c'est la température. Ici c'est le voltage. Et on fait une pénétration de clous. Essayez de voir, la vidéo elle est rapide. OK? Essayez de voir la température là. « 390 degrés. J'ai expliqué tout à l'heure le feu. Pourquoi j'ai un feu? Parce que l'électrolyte, c'est de l'essence. Le clou, c'est l'allumette. L'oxygène, il vient de la cathode. Donc la cathode à haut voltage, elle réalise. Mais c'est pas grave, là, dans votre voiture, vous avez le Battery Management System, c'est sécuritaire. C'est juste pour montrer la chimie. Là. Donc, achetez une voiture électrique. Là, donc, c'est pas... Maintenant, si je parle de notre technologie LFP, OK? C'est plate, là, il n'y a pas de feu. Là. Donc, c'est une technologie très sécuritaire. Moi, aujourd'hui, j'ai une voiture avec du LFP. Donc, c'est ça, dans notre jargon, on appelle ça le barbecue test. On simule le feu. On prend un module. Dans chaque module NMC, il y a à peu près 224 cellules. Bien sûr, on fait ça dans un environnement très protégé. Et là, on fait une grosse flamme, vous allez voir. Donc, je simule le feu dans un module NMC, 50 volts. On ne peut pas utiliser de l'eau. Donc, il faut utiliser soit la poudre du graphite ou la poudre du cuivre. Là. Vous pouvez voir, là. OK. Parce que dans une batterie, la petite, là, c'est l'équivalent de 3 fois la TNT. Là. Vous pouvez voir, là. C'est beaucoup d'énergie dans un petit boîtier ici. OK. Si je compare pomme à pomme, donc dans une batterie fer phosphate, un module, j'ai du feu parce que c'est les plastiques qui prennent le feu, mais j'ai pas d'explosion. OK? Donc, c'est une technologie vraiment sécuritaire. Si je fais le résumé de ces vidéos,
pouvez voir en 20 secondes, j'ai un emballement thermique de la batterie NMC. Et il n'y a pas d'emballement thermique dans le LFP. Vous pouvez voir, c'est spectaculaire là. Ça, c'est une voiture Tesla qui a pris feu. Elle est coupée en deux là. Parce que quand même, ouais. Je pense que la moitié, là, vous pouvez voir les... Donc nous, les chercheurs, on travaille beaucoup sur la sécurité des batteries pour faire un liquide, parce que la température augmente, pour faire la circulation du liquide. On appelle ça les Battery Management System, Battery Management Unit, etc. Okay? Et qu'est-ce qu'on a fait aussi avec Sony à l'époque, un exemple à cause des batteries fer-phosphate, ça pour le stockage, en particulier 3,6 MWh à l'époque à l'IREC. Et les gens qui vont intéresser pour les maisons, l'habitation, donc j'essaierai de vous faire une bonne présentation là, si je utilise du solaire et d'une batterie. Je sais que le solaire, là, j'ai par exemple juste des fois 1 heure, 2 heures, il y a un pic. Et comme vous voyez, là, moi j'ai un frigidaire, j'ai une laveuse sécheuse, un aspirateur, le kilowattheure, un climatiseur, avec chacun sa puissance ici. Ok? Là, j'ai pris un stockage qui vient de Tesla, un stockage qu'est-ce qu'on a développé ici au Québec. Vous pouvez voir la même anode, même électrolyte, sauf la cathode. La cathode, une c'est LFP et l'autre c'est NMC. Ok? Je prends une maison, dans le cas du LFP, dans le cas du NMC. Lorsqu'il fait beau, lorsqu'il y a beaucoup d'enseignement, les deux technologies fonctionnent à merveille, il n'y a aucun souci. Ok? Là, lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'enseignement, le fer phosphate, on peut le charger rapidement. Et dans le cas de NMC, on ne peut pas le charger rapidement, comme je vous expliquais. À cause de la sécurité, les NMC, là, c'est des grosses particules de quelques microns. En revanche, les LFP, c'est des particules nano. Donc, on peut charger rapidement. Et là, j'ai pas le choix. Soit je coupe sur la climatisation et les cuissons, soit j'appelle McDo, soit j'appelle Saint-Hubert. Donc, j'ai pas le choix. OK? Et vous pouvez voir pourquoi je suis capable de charger rapidement. Parce que la charge du LFP, elle est 3 fois supérieure à celle du NMC. On a développé le LFP partout à travers le monde, en Australie, ici au Québec, à Quaqtak et à plusieurs endroits. En Inde, vous pouvez voir, ça c'est les tours de communication. Avant, qu'est-ce qu'il y avait? Une génératrice, imagine une génératrice du diesel et une batterie au plomb. Et tout ça, là, c'est juste par une petite armoire du lithium-ion fer phosphate. Ça coûte moins cher, ça prend moins de volume, et je peux les mettre dans toutes les sous-sols aujourd'hui à New York, dans des villes à Los Angeles et à Tokyo. C'est la seule technologie LFP qui permet pour éviter tous les problèmes de feu. Réseau autonome. Donc les réseaux autonomes, on les voit de plus en plus grâce à l'énergie solaire ou l'énergie éolienne et les batteries. Réseau autonome, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai aucune connexion avec le réseau. Réseau hybride. Je peux utiliser les batteries pour plusieurs applications. Atténuation de la pointe, le stockage. Par exemple, si j'ai des éoliens ou j'ai du solaire, etc. Vous pouvez voir que la batterie, elle est centrale. L'écosystème au Québec. Donc, on entend parler beaucoup depuis plusieurs mois dans les journaux. Le choix de Bécancour, je pense qu'on est... Moi, j'ai travaillé beaucoup, j'étais conseiller un peu avec le ministre Pierre Fitzgibbon et avec... Le but, c'est que moi, j'ai passé 5 ans de ma vie au Japon avant la première naissance de la batterie lithium-ion. Et je me suis inspiré du modèle japonais parce que la majorité de leurs usines, déjà le Japon, c'est un petit pays, le trafic est dense, et les autres, ils mettaient les usines juste par des tuyaux, par des pipes. Tout est en même temps ensemble. On a dit pourquoi on ne peut pas faire ça ensemble ici au Québec, c'est de mettre tout l'écosystème de l'anode, de la cathode dans le même domaine. Et plus simple, au lieu que de prendre une anode à 200, 400, 500, vous allez voir aujourd'hui, je vous donnerai un modèle que Tesla et Panasonic, là, ils sont obligés de faire des milliers de kilomètres là, pour aller chercher leurs minéraux. Donc ça, c'est le campus de Bécancour. Vous pouvez voir, il y avait un annoncement, on entend parler beaucoup de Northvolt. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2 semaines, moi j'ai organisé une conférence, une grosse conférence, qui s'appelle Advanced Automotive Lithium Battery ici. J'ai interrogé directement le président de Northvolt de voir est-ce que c'est un bon choix, leur chimie, etc.
Moi, je pense que le projet va survivre ici au Québec parce qu'on a tous les atouts pour ramener une batterie verte. Les batteries au lithium-ion sont en forte croissance parce qu'on n'a pas le choix, parce que aujourd'hui, on n'aime pas là, les changements climatiques. Là, c'est un gros problème. Il y a un réchauffement à plusieurs degrés. Là, même nous et l'humanité, elle va disparaître. Donc, il faut vraiment agir. J'ai pas dit que l'électrification, là, mais il faut agir avec plusieurs voies. C'est pas juste la voiture électrique, les trains électriques, les avions et les camions, etc. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir aussi l'effet Kodak. La majorité des compagnies des voitures à essence, donc ils ont pris le virage pour fabriquer des voitures électriques. Vous pouvez voir de tous les noms ici, les Toyota de ce monde, les GM, les Ford, les Chrysler, même Ferrari. Ferrari, ils étaient dans 3 semaines à ma conférence et présentaient leur électrification. Donc, vous pouvez voir, même ils se réveillent. Vous pouvez voir 150 gigafactories en pipeline. Surtout aujourd'hui, on n'a pas le choix. L'Amérique du Nord, l'Europe, il faut qu'ils se réveillent. Vous pouvez voir, c'est vraiment impressionnant de voir ces gigafactories qui vont. Il y a Northvolt ici, et bien sûr, les Tesla, les BYD, etc. Pourquoi le Québec? Le Québec, on est dans un pays stable, on est proche du grand marché qui est les États-Unis, on a les ports en mer profonde, on a un réseau ferroviaire et on a toute la communication avec l'Ontario, bien sûr le Québec ici, et Michigan, etc. Donc, vous pouvez voir, on est vraiment stratégique. Ce qui est important, on a mis une stratégie, le fait qu'on a la mine, on a dit pourquoi pas avoir une stratégie complète, de la mine jusqu'au recyclage. La mine, les précurseurs de la transformation 1 et 2, les anodes, les cathodes, la cellule, l'assemblage, les bus électriques comme Lyon et le recyclage. Parce que le recyclage est très important. S'il y a des architectes ici, il faut vraiment réfléchir comment faire un mode de bâtiment important pour créer la mine urbaine. Le recyclage, moi j'appelle ça une mine urbaine versus la mine naturelle et en revanche, on essaiera de faire un équilibre. Il faudrait aussi qu'on travaille avec les politiciens de dire par exemple en 2040, 50, que n'importe quelle batterie qu'elle sera fabriquée ici en Amérique du Nord, au moins elle contient 50% des matériaux qui viennent de la mine naturelle et 50% de la mine urbaine qui est le recyclage. La même chose, des fois on oublie, la batterie lithium-ion, le brevet de base, il appartenait à Hydro-Québec et au CNRS. Tout a été créé ici. On ne le dit pas dans les journaux. Mais qu'est-ce que les Asiatiques ils ont plus que nous? C'est que l'extrapolation de l'idée vers le marché, ils savent accélérer. Donc il faudrait que nous, on réfléchisse ensemble pour notre société, avec nos enfants, comment on puisse accélérer avec nos idées la fabrication ici, au lieu que ça soit fabriqué ailleurs. Donc, comme j'expliquais, moi j'ai ramené Sony, il s'appelle Estalion, aujourd'hui la compagnie s'appelle Ivlo, elle fabrique les grosses batteries. Et c'est important aussi de garder notre propriété intellectuelle. C'est important et avec Diclos Québec, au lieu de dire oui, on va transférer la technologie, on rentre, mais il faut créer les emplois ici. La même chose, on a des très bonnes universités francophones et anglophones. Moi, je suis à l'Université de Concordia, je suis francophone. Dès que j'ai commencé à travailler à Concordia depuis 3 ans, j'ai demandé au recteur et à l'organisation, il faudrait qu'on ouvre un campus thématique en français à Shawinigan. Et on a ouvert, il y a 3 semaines, un campus thématique en français à la ville de Shawinigan. Pourquoi Shawinigan? Parce que, c'est une ville de l'énergie. Moi, j'ai passé 28 ans entre Varennes et Shawinigan et on a développé les meilleures technologies au monde dans cette ville-là. Donc, vous pouvez voir toutes les universités. Il faudrait qu'on travaille ensemble aussi, comme la Corée, comme le Japon, comme la Chine, avec des projets nationaux. Je reviens sur le marché, juste pour vous dire c'est quoi l'intérêt du Québec. Ça, c'est une autre slide de M. Elon Musk. En 2022, on parle de 100 gigawattheures. Par 2030, il parle de 3 terawattheures. On parle plus de gigafactory, on parle de terafactory. Vous pouvez voir, ils ont besoin de nous ici au Québec parce que tous les matériaux,
ils sont ici au Québec. En revanche, le manganèse, il est plus au Nouveau-Brunswick. Regardez celle-là, ça vient pas de moi, ça vient de Benchmark. C'est Panasonic et Tesla, ils vont fabriquer une batterie lithium-ion aux États-Unis. Le lithium, il vient du Chili. Là, il est obligé il partira en Chine pour sa transformation. Le cobalt, il vient du Congo. Sa première transformation en Norvège. Sa deuxième transformation au Japon. Le nickel, il vient de l'Indonésie et se transforme en Chine et au Japon. Vous pouvez voir, le manganèse, il vient de l'Afrique du Sud et sa transformation, elle se fait en Asie, au Japon. Et après, tous ces matériaux-là, ils vont aller jusqu'aux États-Unis. Imaginez la logistique, imaginez le nombre de conteneurs, imaginez l'émission de CO2. Et si nous, on arrive à mettre tout ça dans une province, à Bécancour, ensemble, parce qu'on a tous ces matériaux, donc on va éviter toute cette pollution du transport. Ça aussi, c'est une publication que j'ai publiée en 2020, et en particulier sur les chaînes d'approvisionnement circulaires, avec une économie circulaire, pour réduire l'empreinte environnementale. Vraiment, comme j'expliquais tout à l'heure, de la mine jusqu'au recyclage. Donc la publication, elle est open source, donc vous pouvez la loader si vous êtes intéressé à la lire. Pourquoi la mine urbaine? Pourquoi le recyclage? Je suis obligé de prendre 250 tonnes de pierre, ici au Québec, pour fabriquer 1 tonne de carbonate de lithium. Il faut que je prenne 750 tonnes de sel de lithium au Chili pour fabriquer 1 tonne de carbonate de lithium. Il faut que je prenne 5 millions de tonnes de l'eau de mer pour fabriquer 1 tonne de lithium. Si je recycle, je prends juste 240 voitures électriques ou 28 tonnes de téléphones portables. Vous pouvez voir, comme j'expliquais tout à l'heure, la mine urbaine, elle devient très importante par rapport à la mine internationale. Comment on recycle? On recycle par hydrométallurgie, par le recyclage direct. L'hydrométallurgie, c'est l'électricité verte. L'hydrométallurgie, j'enseigne un cours qui s'appelle hydrométallurgie aussi, c'est mettre ça dans de l'eau avec des acides et on dilue les matériaux et à partir de ça, on est capable de mettre des sulfates de nickel, etc. Et on est capable de récupérer pratiquement tous les matériaux, comme le nickel, le manganèse, le cobalt. Et ça, c'est important que le Québec il se positionne. Ça aussi, c'est une publication qu'on a publiée en 2020. C'est une publication en open source, vous pouvez la voir. Ça, c'est à peu près le résumé de l'écosystème du Québec. On a le leadership. On est chanceux, on avait un gouvernement exceptionnel sous le leadership de Pierre Fitzgibbon avec M. Champagne. En tout cas, moi, je suis pas politicien, j'ai jamais adhéré à une carte, mais j'ai jamais vu les astres alignés entre les deux gouvernements. Donc, ça a accéléré beaucoup cette belle initiative des batteries. Le coût d'exploitation, ils sont concurrentiels. On a tous les matériaux. On a les brevets et on a un environnemental fiscal et stable. C'est une fenêtre d'opportunité quand même qui est importante. Combien il me reste du temps okay, parce que moi, je suis discipliné, j'aime bien. 5 minutes, OK. L'électrification du transport au Québec. Vous pouvez voir, ça c'est grâce à Daniel Breton, là, je vous connaissais, c'est un monsieur très dynamique, là, que j'aime beaucoup, l'ancien ministre de l'Énergie. C'est un monsieur que j'ai beaucoup de respect. Là. Il prend toujours des belles initiatives. Et là, il a demandé aux gens, venez dans le parc de Drapeau, ramenez vos voitures électriques. Des fois, on oublie, plus que 50% des voitures électriques et plug-in du Canada sont au Québec. Et on est fiers. C'est un parc de 5 millions. Vous pouvez voir, si on arrive à réduire, vous allez voir avec mes chiffres. Moi, j'aime beaucoup, je ne suis pas un économiste, mais j'aime beaucoup les chiffres. Imaginez, vous savez qu'on achète 1 milliard de dollars de pétrole chaque mois au Québec. C'est à peu près 12 milliards, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de pollution. Imaginez si nos voitures électriques, nos voitures, ils deviennent tous électriques. Donc, vous pouvez voir cette balance économique.
où cet argent, on investira dans l'éducation, la santé, c'est quand même si de près. Et quand même, il y a une grande balance économique de 3,7 milliards. Les US, on va les réduire de beaucoup. Et quand même, c'est une belle opportunité. On parle de centrales de 14 TWh. Supposons, moi, la semaine prochaine, je suis en voyage, j'ai ma voiture électrique. Je peux demander à Hydro-Québec d'utiliser ma voiture. J'ai 100 kWh. Si chacun il fait ça, je pense qu'il y a de l'avenir. Là, je reviendrai tout à l'heure. Ça, c'est un concept qu'on appelle V2G, V2. Donc, vous pouvez voir, la balance économique, elle est importante pour la province du Québec. Regardez le nombre de bornes qu'il a explosé. 2017, 1100 bornes. Aujourd'hui, 9200 bornes. Le réseau intelligent. Ça, c'est des publications là, que j'ai publiées. On a besoin de réseaux intelligents parce qu'on ne peut pas tout le monde charger en même temps si on a 5 millions. Donc, il va y avoir un réseau intelligent. Il y a aussi l'opportunité. Moi, si j'ai une auto, j'ai une maison, j'ai un chalet, j'aime bien que ma voiture, elle soit reliée au réseau. Et s'il y a une coupure de courant, donc je peux utiliser ma batterie comme génératrice. Ou vendre de l'électricité pendant la pointe à Hydro-Québec. Ça, on les appelle un échange bidirectionnel. C'est important. Aujourd'hui, la technologie, elle existe. Les prochaines générations, vous pouvez voir dans les bâtiments, on est capable, ou dans les maisons, on est capable d'utiliser cette notion de V2J, V2H. Bien sûr, en alimentant soit via le solaire, via l'éolien et la voiture. Et on oublie, vous et moi, on devient un client participatif. Grâce à mon auto, grâce à mon énergie solaire ou autre, je deviens un client participatif et j'ai une centrale qui est nano, là, mais elle n'est pas une grande, mais j'ai ma centrale nano. La mobilité est en train de changer avec l'intelligence artificielle. Dans 20 ans, 30 ans, là, je suis un peu désolé pour l'auto-école, là. Je pense pas qu'il y aura de l'auto-école, je pense pas qu'on va assurer les jeunes. Donc, les voitures autonomes, ils vont être là. Le modèle, ça va changer beaucoup, vous allez voir. La maison intelligente, comme je vous dis, client participatif. De plus en plus, on a l'intelligence dans nos maisons. Un exemple, ça c'est une voiture de BMW. Aujourd'hui, là, on voit que BMW est plusieurs. Donc, c'est une voiture, on l'appelle, elle est dans le garage. Moi, j'attends devant la porte et la voiture, elle peut venir tout seule. La miniaturisation de la voiture, ça va venir dans quelques années. Et merci beaucoup. Des questions, des commentaires? Oui, ils ont pris. Oui, bonjour. Très bien, vraiment, votre conférence, c'est super. Et je me posais la question parce que j'ai vu sur Internet, puis on parle des fois de l'utilisation du magnétique, afin que c'est pas des batteries, mais c'est un système magnétique qui utilise des aimants qui fait de l'électricité. Je ne sais pas si on a regardé le potentiel de cette énergie libre qui coûte presque rien, puis finalement qui est presque éternelle. Oui, mais il faut faire attention. Là, comme j'expliquais, la base, là, tout à l'heure, j'ai parlé. C'est sûr que moi, déjà, il y a problème d'acceptabilité sociale, là, mais l'énergie qui donne beaucoup, là, c'est l'énergie nucléaire, au niveau de densité d'énergie. Donc, le magnétisme l'a utilisé plus dans les moteurs électriques, mais c'est très difficile avec cette technologie de générer beaucoup d'énergie. Donc, les 5 que j'expliquais tout à l'heure, nous, on est chanceux, on a beaucoup d'eau. C'est sûr que la planète aujourd'hui, là, ils n'ont pas le choix parce qu'il y a 2 choses qui vont changer notre vie. L'électrification du transport et l'intelligence artificielle, qu'elle est énergivore. Et de plus en plus, on va avoir l'énergie et de plus en plus, on a besoin non seulement l'énergie et la puissance. Oui, c'est intéressant ces concepts, mais moi, je pense, si on veut aller, c'est que, comme je dis, il n'y a pas une seule solution. On peut trouver toutes ces solutions, mais moi, j'ai lu, là, mais je pense qu'il faut juste faire attention, là, par rapport à la production. OK? Oui. Merci pour votre présentation, très intéressante. Qu'est-ce que vous pensez du peroxyde? Oui, le peroxyde, ben, je l'enseigne, le peroxyde, c'est... je ne sais pas si vous changez votre couleur. Là, moi, je ne prends pas la couleur. Okay. Le peroxyde pour remplacer le silicium. Ah, OK. Je pense que c'est le H2 aussi. Ben, écoutez, regardez,
le silicium, c'est que il coûte pas cher. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup le silicium. Le silicium, c'est un matériau en abondance. Et aujourd'hui, comme j'expliquais, les batteries solaires, ils sont réduites vraiment. Écoute, on parle de moins de 3, 5 de kWh. C'est difficile. On peut faire les recherches dans ces matériaux, etc. Moi, par exemple, regardez, moi, j'ai inventé avec mon équipe, on appelle ça la photobatterie 2 dans 1. 2 dans 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend une batterie solaire, une batterie, on met ça dans un système et ça fonctionne. Et tous ces matériaux, on peut faire la recherche et développement, mais pour aller vraiment compétitionner le silicium, c'est très difficile. Mais le peroxyde existe déjà en Chine. C'est plus performant, semble-t-il, pour les panneaux solaires que le silicium. Puis il y en a dans la croûte terrestre, il y en a sûrement ici beaucoup, mais peut-être que... Oui, j'ai déjà écrit sur une publication, c'était un bon point. Mais aujourd'hui, la chaîne d'approvisionnement ou les méthodes de fabrication, là, elles tendent vers le silicium. Comme je vous dis, à cause que le silicium, c'est impossible de battre le prix du silicium, c'est le sable. Écoutez, le sable, c'est partout, là. Et aussi, on a le quartz, etc. Donc oui, pour la recherche, pour les matériaux, on peut les faire, mais aujourd'hui, c'est vraiment, on veut introduire, surtout le solaire ici au Québec, il faut passer par le silicium parce qu'il ne coûte pas cher. Donc c'est ça. Comment faire? Pouvez-vous convaincre le gouvernement? On travaille fort. S'il vous plaît, je suis avec vous. OK, merci. Merci beaucoup. Alors, vous comprenez pourquoi monsieur n'est pas que monsieur Discipline, il est aussi personnalité de l'année 2023, une des personnalités par la revue L'Actualité. Alors, merci. Merci. Merci beaucoup. Avant d'aller à la pause, Maryse, est-ce que tu veux me présenter? Fais ça vite parce que la pause. Alors, on va faire ça vite. André Bourassa, en fait, on est considéré, on peut dire, comme les deux pionniers de l'architecture écologique au Québec. Et on avait écrit chacun à un article sur les murs qui respirent. Puis tout le monde, à l'époque, on parle de 30 ans et plus, disait mais qu'est-ce que c'est ça? De quoi on parle? Et on a un peu. On était des précurseurs à l'époque. Alors, André Bourassa était président de l'Ordre des architectes de 2005 à 2013, architecte retraité. Pas vraiment. Il conseille de l'Ordre des architectes, on va dire. Il conseille toujours la firme BGA Architectes, qui a fondé en 1984 à Victoriaville. Il a toujours été le promoteur d'une architecture équilibrée, harmonieuse, fonctionnelle, durable, en préconisant l'utilisation du bon matériau au bon endroit. C'est son mantra. On ne compte plus les conférences qu'il a données sur les sujets liés à l'avancement dans le bâtiment, au Québec comme à l'extérieur, sur le bois, l'aluminium et l'efficacité énergétique. En 2015, il a été l'investigateur du premier colloque France-Québec sur les écomatériaux, qui est maintenant le rendez-vous des écomatériaux, qui est vraiment très intéressant sur les matériaux biosourcés, etc. Manquez pas ça. Il a notamment donné une formation en qualité de l'air intérieur, certifiée par la SCHL, Société canadienne d'hypothèques et de logement. Il a signé de nombreux articles, participé à plusieurs jurys. Il est membre de plusieurs conseils d'administration en lien avec l'habitation abordable. Il est très fort dans ce qui est abordable, Innovabitat, GCR, garantie de construction résidentielle, et ses mots-clés, abordabilité, pertinence, intégrité, et les murs qui respirent. L'intégrité, c'est le mot-clé pour André. Alors, parlant d'intégrité, je vous bouffe un peu de temps sur la pause, mais je m'en voudrais de ne pas vous partager les mots d'André Fauteux, qui est désolé de ne pas pouvoir être ici avec nous. Il vous souhaite la bienvenue. Et puis, il m'a délégué une partie du travail. Et puis en même temps, on remercie aussi Diane Bastien qui est ici en avant, qui va s'occuper de la salle B. Natacha Dany qui va prendre le relais dans la salle B toujours pour la journée de dimanche. Un grand merci à Daniel Perrault. Daniel Perrault est-il ici? Donc, et nos partenaires Énergie 3R, Aérocil Global, Énergie Voltium, Safe Living Technologies et Cohabitation, le Conseil de l'enveloppe du bâtiment, le magazine Forme, l'Ordre des architectes du Québec et Solutions ERA. Et bien sûr, tous ceux qui font des présentations aussi. Je vois Marco Lassalle dans le fond de la salle, là,
On a d'autres conférenciers qui attendent aussi. C'est un réseautage incroyable pour tout le monde qui est ici. Je vous remercie d'être là encore une fois. S'il y a des choses qu'on peut faire pour aider, ça va nous faire plaisir dans la mesure où on prend tout ça à pied levé, bien sûr. Vous avez dans le corridor principal, derrière, par où vous êtes entré, il y a des toilettes sur la droite. Il y a la salle B qui est sur la gauche, la cafétéria qui est de l'autre côté. Donc, on est assez regroupés, c'est pas très difficile à trouver. Et puis, pour notre précédent conférencier, j'avais un message que j'ai l'habitude de partager. Les phrases qui commencent par « il faudrait », il faut faire attention parce qu'on ne sait pas c'est qui « il faudrait ». Mais dans votre cas, il faudrait un campus à Shawinigan en français. Ce « il faudrait-là », vous l'avez réussi. Bravo et merci infiniment. Alors voilà. Alors je vous laisse aller à la pause et à la suite, il y a une conférence ici. Il y en a une dans la salle B, Philippe, hein, dans la salle B, si je ne me trompe pas. Vous allez nous parler de rénovation sérieuse. Et Mathieu va nous parler aussi d'un autre sujet. On a une conférence double, 30 minutes avec 30 minutes avec Mme O'Donnell après. Donc, mon premier conférencier est avisé qu'à telle heure, il sera interrompu. Voilà. Merci beaucoup tout le monde et à plus tard.